on va accueillir maintenant une nouvelle personne. Une personne que j'apprécie énormément. C'est une personne que j'apprécie beaucoup parce que j'ai eu le privilège de la rencontrer il y a 2 ans. Alors, certains savent de qui il s'agit, bien entendu. Elle a travaillé comme présentatrice sur M6. Elle était journaliste, elle est toujours d'ailleurs journaliste, que dis-je. Elle est réalisatrice aussi, elle est auteure. Elle a écrit et réalisé des documentaires pour Inexploré TV, anciennement INRES, que vous connaissez, et que vous avez pu peut-être découvrir pour certains, dans lequel je faisais une petite apparition. Mais notre prochaine invitée est aussi une spécialiste des sphères de la spiritualité. Elle a d'ailleurs écrit une série d'ouvrages sur lesquels on va revenir d'ici quelques instants. Et cet été, elle sera présente à nos côtés à Brocéliande pour nous parler des lieux sacrés et comment, en les foulant, des fois, eh bien, sans le savoir, on se prête à des rencontres avec l'intangible et le sacré. C'est exactement ce dont on parlait juste avant avec Philippe Rosset. Et donc, du coup, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Aimé. Salut Aurélie, comment vas-tu? Salut Démiane, ça va très bien, je te remercie. Merci pour cette très belle introduction. Eh ben, écoute, c'est une très belle introduction, mais qui est loin d'être à la, on va dire, d'honorer vraiment le travail et la qualité de la personne que tu es. J'espère avoir au moins un petit peu mis de ma contribution, mais en tous les cas, voilà, c'est loin de la réalité. Vraiment, Aurélie, je suis très content de te recevoir. Alors, tu as sorti un ouvrage il y a 2 ans qui s'appelle Lieux sacrés et mystérieux en France. Et tu es si on peut le dire, une connaisseuse quand même de la plupart de ces grands sanctuaires qui constituent l'héritage de notre culture en France. Et justement, cet été, tu viens avec des clés de compréhension, de décodage et d'approche de certains de ces lieux et comment justement on peut y entrer afin de bénéficier au maximum de leurs bienfaits. Car comme je pense et j'aime le dire, qui s'initie à la lecture de ces sites s'ouvre une porte vers d'autres mondes. Et on entend souvent parler en termes de géobiologie ou quoi. Bon, moi, je le fais instinctivement. Quand j'arrive sur un site, en général, j'ai cette volonté de demander l'autorisation. On le fait tous d'ailleurs. Tous les gens qui sont là, qui nous suivent, qui sont un petit peu connaisseurs de tous ces sujets, en général, ne rentrent pas sur un site comme ça. Ils sentent qu'ils sont sur un sanctuaire, un lieu sacré quelque part. Et il y a toujours cette petite voix à l'intérieur qui dit, bon, je me présente, est-ce que tu m'autorises à rentrer? Et justement, c'est tout l'intérêt de ton ouvrage, Aurélie, apprendre justement, donner du moins des clés de compréhension, de décodage et d'approche de certains de ces lieux, comment on y rentre. Alors, j'aimerais qu'on en parle un petit peu pour un peu annoncer ce qui va arriver cet été, ma chère Aurélie. Est-ce que tu peux nous donner un peu l'eau à la bouche et nous en dire un peu plus? Je vais tâcher de le faire. Écoute, donc pour cet ouvrage, j'ai fait appel à 18 spécialistes. Moi, je connais ces lieux, mais si tu veux, je suis pas médium, je suis pas géobiologue, je suis journaliste. Je suis uniquement là pour transmettre ma connaissance sur ces sujets-là. Et pour chaque lieu, j'ai voulu, au-delà de donner des clés historiques, etc., mythologiques, proposer au public, aux gens qui le liront, des parcours. Soit des parcours qui étaient voulus par les bâtisseurs, donc notamment le bâtisseur des cathédrales, etc., qui font partie d'un corpus de connaissances ésotériques transmises depuis la nuit des temps, soit des parcours qui sont le fruit des recherches et du travail des personnes que j'ai interrogées. Voilà. Et donc, dans ce livre, j'en présente 50 de lieux avec le prisme de l'intervenant, voilà, pour chaque lieu. D'accord. Et est-ce que justement, il y a par rapport à tous ces lieux, il y a des processus, des méthodologies à avoir quand on se présente comme ça, sans savoir finalement où on va? Est-ce qu'il y a quelque part dans ce livre des sortes de rituels que tu proposes? Alors oui, je propose une manière de faire qui me semble éthique, parce que c'est des lieux sacrés. La plupart de nos lieux sacrés, de nos grands lieux sacrés, mais je te parle pas uniquement du Mont Saint-Michel, de Chartres, de ceux qui sont les plus connus, mais ça peut être un arbre centenaire, ça peut être une petite chapelle au fin fond d'un village. C'est des lieux qui sont reconnus comme tels depuis la nuit des temps. Très souvent, on y trouve des cours d'eau souterrains, des failles souterraines, en tout cas des paramètres géobiologiques qui font que c'est des lieux qui sont naturellement chargés. Et puis, les hommes du néolithique, puis les Celtes, puis les bâtisseurs au Moyen-Âge sont venus construire par-dessus. Donc, on imagine bien dolmen, puis chapelle, puis église plus grande, etc.
Donc déjà, on met les pieds sur un sanctuaire plurimillénaire. Il y a des choses qui me paraissent être le b.a.-ba, mais je le redis quand même, on ne prend pas son téléphone portable qui va interférer finalement avec nos ressentis. On se libère du temps, c'est-à-dire qu'on sait qu'on y va pour un temps. On ne sait pas combien de temps il va falloir pour rencontrer réellement ce lieu. Voilà, pour que l'alchimie opère, pour que la transmutation opère. Puisque dans ces lieux, il y a des guérisons, il y a des miracles, il y a des rencontres extraordinaires. Voilà, laisser son téléphone. Et puis après, il y a des parcours voulus donc, par les bâtisseurs, notamment des cathédrales, donc les initiés, notamment le parcours le chemin de Jérusalem. C'est une manière, on va dire, classique de visiter une église, en passant par la gauche, en ressentant à chaque clé de voûte l'ascension énergétique jusqu'à l'autel, avant de redescendre par la droite. C'est un moyen d'accéder à ces lieux. Mais surtout, allez-y avec le cœur, allez-y avec le corps. Ne lisez rien dessus si possible avant, ni même mon livre. Pas être influencé quelque part ou... Oui, et les connaissances viendront confirmer vos ressentis et viendront donner du crédit, enfin, accréditer ces idées-là, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de s'approprier les choses, ça me semble important. Alors, c'est intéressant parce que Brocéliande fait partie quand même des lieux majeurs en France et des sanctuaires. On parle d'une forêt primordiale, la forêt, on va dire, originelle de Brocéliande, du moins ce qui en reste, parce qu'une partie a brûlé malheureusement l'été dernier, mais il y a quand même encore une partie qui est présente là. Est-ce qu'une forêt, donc alors je pose la question pour les gens qui nous suivent bien entendu, est-ce qu'une forêt peut faire office de sanctuaire ou de lieu sacré dans lequel justement il y a aussi un processus, une méthodologie à respecter, une certaine démarche à avoir, tout comme quand on entre sur les sites que vous avez cités, enfin que tu as cités, pardon, excuse-moi Aurélie, juste avant, parce que en fait tu l'as dit sans le mentionner, mais en fait la plupart de ces sites qui sont multimillénaires sont des sites qui ont fait l'objet d'un réemploi, c'est-à-dire qu'à la base, bien sûr, sont des sites hautement sacrés qui ont été investis par des civilisations qui remontent en des temps immémoriaux, et après qui ont été réinvestis par d'autres cultures, comme tu parlais des Celtes ou d'autres. Et puis après, bien sûr, on a posé des églises en plein milieu, où on a rasé le truc pour mettre des églises. Pour te donner un exemple, quand j'étais au Mexique, on était sur je ne sais plus quel lieu exactement, une pyramide, comme il y en a tant, et il y avait au pied de cette pyramide des dolmens, des menhirs, un truc incroyable. Pas des dolmens, des menhirs. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais c'est des menhirs, quoi. C'est comme ce qu'on retrouve en Bretagne. Et on se doute que ces menhirs étaient là bien avant l'arrivée des Mayas, que les Mayas après sont arrivés pour justement construire leur pyramide, parce qu'ils savaient qu'à cet endroit-là, il y avait quelque chose en particulier. Exactement. Et c'est l'objet du réemploi. Alors, je reviens un peu à la question, parce que j'ai fait un peu une digression, concernant justement tout ce qui est... Les arbres. Les arbres, oui, les arbres. Ces arbres, en fait, quelle information une forêt, bien sûr, on sait les bienfaits d'une forêt, mais ces sites, ces sanctuaires que sont certaines forêts, d'autant plus celles de Brocéliande, peuvent être abordés de la même manière qu'un Mont-Saint-Michel, une cathédrale de Chartres. Ah, mais c'est des temples naturels. C'est des temples naturels. Je rebondis juste sur ce que tu viens de dire pour préciser que dans certaines églises, il y a encore la pierre des origines, notamment au Puy-en-Velay. Il y a une pierre dolménique qui s'appelle la pierre des fièvres, qui est réputée comme, voilà, qui guérit soi-disant les fièvres. Donc, on garde des traces de cet héritage païen, parfois. Et pour revenir aux arbres, évidemment, les arbres sont des temples. Les Celtes le savaient d'ailleurs, hein, les arbres, la nature d'une façon générale, ils se réunissaient dans les clairières, le néméton. Les arbres très anciens, on dit d'eux que ce sont des arbres maîtres. C'est vrai qu'ils ont vu passer tellement de choses, tellement d'histoires. Oui. On peut pas imaginer. C'est extraordinaire. Donc, on dit qu'il y a aussi des âmes individualisées, puis des âmes groupes dans la nature. Et évidemment, pour bénéficier des... Alors, là encore, je veux préciser quelque chose qui me semble important. On ne vient pas dans un lieu sacré pour prendre. On ne vient pas consommer. On vient à la rencontre de quelqu'un qui est le lieu sacré, qui est porteur de... Voilà, qui est habité. Et tout comme on ne vient pas spontanément toucher les cheveux de quelqu'un qu'on ne connaît pas ou
Bien sûr, voilà. Voilà, Il y a une sorte de démarche effectivement. il y a une démarche à avoir, qui doit être, emplie d'humilité, bien entendu. Et on peut arriver sur ces lieux avec une certaine pudeur, justement qui est empreinte d'humilité, qui permet justement de ne pas rentrer de manière vulgaire sur ce lieu, de ne pas quelque part le polluer. Parce que finalement, on vient dans un lieu, nous-mêmes, on peut être un peu pollué au jour le jour, par moment, par période de notre vie et on peut quelque part peut-être un petit peu salir un endroit, je pense, non? Qu'en penses-tu? Donc Oui. quelque part, est-ce que, rentrer avec, humilité sur ce genre de lieu permet un peu quelque part de se nettoyer? Un peu comme tu sais, quand on va à la piscine, on se met les pieds dans le bac pour les pieds pour se nettoyer, puis après on peut aller nager, tu vois? Il y a Mmh. cette démarche en fait quelque part de quand on t'entend parler de purification, j'ai l'impression. Il y a une Excuse-moi, démarche non, t'inquiète pas, un guest star. c'était la Hem, petite Céleste. oh, la petite Céleste qui a bien grandi. Non, c'est mon père, tu rajoutes 70 ans et voilà, tu D'accord. obtiens. Hem, En fait, ces lieux, sont créés pour nous rapprocher de la sphère céleste, du divin et Mmh. de fait, ils viennent évidemment effectuer des nettoyages. C'est pour ça d'ailleurs et un retournement intérieur, c'est pour ça que sur certaines bâtisses, on voit des acrobates dans des positions complètement incroyables et on se Mmh. dit: «Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas hérité du christianisme, c'est pas possible». Beh, ça symbolise ce retournement intérieur qu'on vient opérer quand on va dans un lieu sacré et ça vaut pour les lieux naturels évidemment. Donc oui, quand tu arrives devant une église, généralement, il y a une pierre de seuil qui est un peu plus sombre. Tu viens déposer tous tes bagages Mmh. et tu viens faire peau neuve de l'ombre, donc en progressant vers la lumière et l'autel, avant Mmh. de ressortir comme un nouveau-né. Voilà. Euh, mais je suis persuadée que c'est un échange de bons procédés et que le lieu sacré a y Se gagné nourrit aussi. aussi Sinon, de ben, d'une façon ou d'une autre, sinon il donnerait pas, pour moi. ouais, Hein, pour ouais. moi mais... Tu sais, ça me rappelle, j'en parlais tout à l'heure avec, 2 de nos amis qui sont ici présents. Heu J'étais au Pérou là le mois dernier, il y a 2 semaines et il y a un site archéologique au nord de Cusco qui s'appelle Kenko. Certains d'entre vous le connaissent, certains d'entre vous sont peut-être allés sur ce site. Moi, j'avais mis en garde les voyageurs d'ailleurs que je salue chaleureusement. Tous les voyageurs du Pérou, je leur fais un petit coucou vraiment, j'espère que tout le monde va bien et j'avais prévenu que ce site était, particulier, il prenait plus qu'il ne donnait et on est ressorti à chaque fois qu'on allait, on est ressorti vidé, fatigué, certains même malades et moi, j'ai été malade la dernière fois, juste après, je suis tombé malade et d'autres personnes qui ont foulé ce site ont été juste malades après derrière. Comment tu peux expliquer que certains sites peuvent nous rendre malades? Alors est-ce que c'est une question d'incompatibilité d'information, d'énergie? Est-ce que c'est parce qu'on est trop pollué et que, le site, on réagit mal? Est-ce que, au contraire, le site nous rejette parce qu'on j'en sais rien. Comment tu peux expliquer que certains sites archéologiques, enfin certains sites comme pas forcément des lieux naturels, mais ça peut être des anciens sanctuaires ou des églises, peu importe, peuvent nous rendre malades justement, Aurélie. Mmh. J'ai plusieurs idées, Ouais. plusieurs théories, on va dire. Tu as la géobiologie qui nous donne des pistes, géobiologie, étude de la terre vivante, mais sous chaque lieu Mmh. sacré, il y a des failles, des cours d'eau, et le but du lieu sacré, à la base, naturellement, un cours d'eau, c'est plutôt souterrain et plutôt néfaste en termes énergétiques. Oui. Et le lieu sacré vient transformer ça. Mmh. Si dans le lieu que tu as visité, la transmutation n'a pas pu, s'il y a des failles ou des zones D'accord. géopathogènes, voilà, je pense à ça, je pense aux mémoires des lieux. Ouais. Donc, s'il y a eu des guerres, des sacrifices, pour avoir été au Pérou, il y a certains lieux où il y a eu des sacrifices humains qui sont sacrément chargés. Hein. Beaucoup, beaucoup, Ils ont beaucoup. beau être sacrés. Et d'ailleurs, ça me fait penser que c'est au Pérou, personnellement, que ma vie a basculé parce que j'ai capté des énergies hyper D'accord. merdiques et en rentrant, ouais, mais après, Et bon, c'était sur quel en site bien ton dans un investissement? second temps. Mais... C'était sur quel site ton Alors, investissement? en fait, j'ai fait le Machu Picchu, j'ai fait, on va dire, les grands sites Oui, les grands sites, très classiques, et puis j'ai été à la rencontre des Kéros d'accord, à 5000 mètres d'altitude, aux sources de l'Amazone, à d'accord, l'embouchure de l'Amazone. Voilà, entre autres, on est resté 3 semaines. d'accord. Et ça t'a tu sens que directement après être allé sur ce site, ça a eu un impact dans ta vie? Ça a vraiment chamboulé un peu plein de choses, hein, c'est ce que tu nous expliques, hein? Ah bah, il y a eu un avant et un après. C'est-à-dire que D'accord, ma théorie, c'est que j'aurais peut-être contacté des mémoires ou je ne sais pas, hein, peut-être. Mais en rentrant, j'ai été dès l'avion totalement déphasée. d'accord. J'étais
dissocier, si tu veux, complètement dissocier. Et voilà, ça a généré tout un tas de phases d'éveil qui sont pas fun du tout, pas fun du tout. C'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que ça a généré des phases d'éveil qui ne sont pas fun. Mais quelque part, est-ce que parfois les choses qui nous dérangent le plus ne sont pas nécessaires afin de passer à un cap de compréhension et d'initiation d'informations et de connaissances? Est-ce que ce n'était pas nécessaire? Ce qui est intéressant de savoir, qu'est-ce qui s'est passé après dans ta vie, à toi personnellement? Est-ce que tu as pu faire ce que tu avais envie de faire? Est-ce que tu as pu atteindre certains objectifs que tu t'étais fixés? Est-ce que ça a permis des rencontres spécifiques? Est-ce que ça t'a permis d'être à un endroit, à un moment clé de ta vie qui a été décisif? Tu vois, c'est la question qu'il faut se poser, parce que quelque part, une expérience négative, il y a toujours peut-être une raison derrière, sans vouloir non plus trop philosopher ou trouver des raisons. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'était vraiment négatif en soi? Non, j'ai employé le terme négatif, mais en réalité, ma perception des choses aujourd'hui n'est plus du tout la même. Pour moi, les épreuves sont des opportunités. C'est des opportunités de croissance qu'on saisit ou non, contre lesquelles on lutte ou non. Et c'est notre posture qui fait toute la différence et qui détermine la durée de l'épreuve. Et évidemment, ça a généré donc cet effondrement intérieur où j'ai fait après une sorte de grosse dépression, etc. Des attaques de panique tout le temps. Enfin, c'était vraiment... je pense que j'aurais pu y laisser ma peau. C'est vraiment négatif là pour le coup. Hein, ouais. Bah, dans le vécu, mais j'ai aussi eu des ouvertures de brèches avec des moments lumineux d'entité ou de quelque chose qui me contactait, de très très lumineux dans des états d'extase. J'ai rencontré, il y a eu des synchronicités en cascade. Et clairement, je suis là où je suis aujourd'hui. Je sais que je suis à ma place. Je sais que ça n'est que le début de... Voilà. Et c'est un processus qui a duré 10 ans. Donc, ça fait 10 ans cette année. Ça fait 10 ans l'an dernier. D'accord. Donc là, tu es vraiment maintenant sur une autre voie. Ça a été un processus on va dire, de transition, transitif. Et là, maintenant, ça y est. On peut dire que définitivement, tu es en train d'être sur une nouvelle ligne dans laquelle il y a tout à faire. Là, là, je suis appelée, comme chacun d'entre nous, mais là où je dois être, quoi. C'est exigeant, hein. C'est exigeant, mais c'est comme ça. On est venu faire des trucs. Quelque part, il faut faire le job, il faut y aller parce que ça fait partie du processus. On le sait de toute façon qu'on ne peut pas y échapper et on sait qu'on c'est pas pour rien. Et donc, on le fait. On a hâte que ça passe, mais on sait que l'expérience se forge justement sur le chemin, pas à l'arrivée. La finalité, finalement, quelque part, c'est qu'il y a un prétexte. Ça n'a aucun intérêt, la finalité. Ce qui compte, c'est tout ce qui va être l'entre-deux. Et souvent, dans l'entre-deux, il y a des choses qui ne sont pas forcément voulues, désirables, etc. Mais on sait qu'on n'a pas le choix. Mais en tous les cas, c'est hautement initiatique, tout ce dont tu parles. Et ça parle, je pense, à beaucoup de personnes qui nous suivent ce soir. Et on a hâte, en tous les cas, d'en découvrir un peu plus sur ces lieux sacrés pour revenir à quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, terre à terre, mais qui sera sans doute dans ton intervention ponctué d'anecdotes personnelles, intérieures, dont le but justement, c'est toujours d'être initiatique dans sa démarche par rapport aux gens qu'on va rencontrer, parce que l'étrange rendez-vous, c'est pas un événement, on se retrouve, on fait des conférences et c'est génial et c'est cool. Non, le but, c'est de venir avec son bagage et de repartir avec un petit quelque chose en plus, en fait, tu vois. Et je compte justement sur l'intervention de chacun de vous, chacun de ces conférenciers pour apporter l'ingrédient en plus que certains ont besoin dans leur existence pour, je dirais, faire ce beau dessert, tu sais, constituer un peu le substrat de leur futur. Et je sais que voilà, ça sera des belles rencontres en tous les cas. Je reviens très rapidement avant de clore notre entrevue, Aurélie, sur ton ouvrage Lieux sacrés et mystérieux en France, qui sera disponible sur l'événement en dédicace, et tu seras là pour nous le présenter. Bien sûr que vous pouvez commander, les amis, sur Internet, qui est d'ailleurs édité aux éditions du Lotus et l'Éléphant, qu'on salue d'ailleurs, on salue les éditions Lotus et l'Éléphant, à toute l'équipe. Et je te remercie aussi, Aurélie, infiniment, parce que tu as toujours été un peu dans les coulisses de ces étranges rendez-vous, quelque part, à me recommander des conférenciers, des autrices, des gens que tu connaissais. Et franchement, merci, parce que tu contribues aussi à cette découverte de la prochaine conférencière qu'on va recevoir justement après. Mais avant de terminer là-dessus, donc le livre, vous pouvez le commander, hein, les amis, sur Internet, hein, il est disponible partout.
Mais il y a aussi quand même d'autres ouvrages que tu as écrits et ça, je voulais quand même qu'on revienne dessus. Je m'éveille à mon féminin puissant et pas sacré justement. Révéler votre féminin sacré pour rayonner. Tu as écrit aussi Je m'initie au pendule, très intéressant parce que ça reste un peu dans la ligne géobiologie et initiation à ces ateliers de radiesthésie et qu'on va faire là cette année. Mais tu as écrit un ouvrage, Le pouvoir de l'aura, mais tu as écrit énormément d'ouvrages, Aurélie, c'est impressionnant en tous les cas. Et justement, il en manque un sur les encens et plantes de fumigation, aussi chez le duc. J'en ai oublié Mais un, ouais, mais en tout cas, Les pouvoirs de l'aura me semble hautement intéressant. Mais en fait, j'ai tous envie de les lire, tes ouvrages. Et c'est terrible parce que j'ai une pile de livres et je m'en sors pas. En fait, je me dis, il faut que j'arrête. Faut commencer par le féminin puissant, Demian. Oui, ben oui. Alors voilà, justement, cet ouvrage, il s'adresse. On a l'impression qu'il s'adresse aux femmes, mais il ne s'adresse pas qu'aux femmes. Non, en fait. Non. On parle beaucoup de principes féminins, d'énergie féminine. Ça, voilà. Et puis à tous les gens aussi qui fréquentent des femmes. Mais non, il s'adresse à tout le monde sans souci. Et voilà. D'accord. Donc, comme les gens peuvent le voir, tu as quand même écrit, ta plume a vraiment, c'est vraiment baladé dans pas mal de sujets de l'ésotérique. Et moi, je trouve ça vraiment, vraiment bien, ton parcours, on va dire, d'écriture. Les pouvoirs de l'aura me parlent extrêmement. J'ai vraiment envie Alors, question, Aurélie, les pouvoirs de l'aura, est-ce que tu donnes des clés aux gens pour permettre de voir l'aura? Parce qu'il y a des gens qui voient l'aura et moi, je suis toujours jaloux de ces gens-là. Oui. J'aimerais bien voir l'aura des gens, comment ça marche, etc. Tu donnes des clés de compréhension, des clés de décollage là-dessus? C'est l'objectif de ce livre, c'est de faire en sorte que n'importe qui puisse avoir des clés pour s'entraîner à voir l'aura. Comme tout, ça demande de l'entraînement, Ouais. mais n'importe qui peut le faire. Il y a des personnes qui ont des facilités, mais bon, je t'apprends rien. Donc, si tu lis le livre et qu'à la fin, tu commences à voir l'aura, c'est que j'aurais accompli ma mission. Écoute, en tous les cas, ça fait partie de ma liste de bouquins et je recommande du coup vraiment l'ensemble de tes ouvrages pour ceux qui se sentent appelés par l'un ou l'autre de tous les livres que tu as faits. Je voulais te remercier vraiment, Aurélie. C'est cool d'être venue. Merci, Demian. De venir cet été. J'ai hâte de te retrouver et il y a des gens qui ont hâte aussi d'en savoir plus sur ton intervention et de te rencontrer en personne. Donc, c'est avec un grand plaisir qu'on te recevra. Et vraiment, merci d'avoir répondu à l'appel. Et merci encore d'être force de soutien dans cet étrange rendez-vous et d'avoir contribué à ta manière à son élaboration. Parce que voilà, grâce à toi, on aura une conférencière exceptionnelle aussi qui viendra et qu'on va recevoir juste après. Merci beaucoup, Aurélie. Merci, Demian. Belle soirée. Très heureuse de te retrouver bientôt. Belle soirée. À toute la famille et je te dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.